J'aimerais introduire cet exposé intitulé Penser avec et pour le pays réel avec une citation latine. Salus populi suprema lex esto, que le salut du peuple soit la loi suprême, écrivait Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette notion de salut public, dont l'indéniable fortune reste liée à la Révolution française, peut être définie comme la sauvegarde des intérêts de la nation, du peuple et de l'État afin d'empêcher la disparition d'une collectivité. Dans son enquête sur la monarchie, Maurras s'appuie sur l'exemple des théoriciens naturalistes et scientifiques dépeints par Lucien Moreau qui s'interrogent. Ils écrivent « Qu'est-ce qui convient à la prospérité et à la subsistance d'un groupe social donné ?» Au fil du raisonnement, Maurras finit par rappeler de ses voeux une monarchie de salut public, celle qui saurait assurer la prospérité et la subsistance de la nation française. En 2016, un sondage conduit par la société BVA montrait que 17% des Français étaient favorables à ce que la fonction d'un chef de l'État soit occupée par un roi. Un score identique à un précédent sondage mené en 2007. Donc, en l'espace de presque 10 ans, le sentiment des Français favorables à la monarchie n'a pas évolué, il est resté à 17%. En 2022, les Français estiment très majoritairement que le régime démocratique est, lui, irremplaçable. Cette opinion s'est même accrue entre 2018 et 2022. En 2018, elle était à 64% d'opinion favorable. Aujourd'hui, elle est à 70%. Autant assumer que le royalisme en France de nos jours est purement anecdotique. Pour autant, le journaliste Jean-Christophe Buisson rappelle très opportunément que, comme le bolchevique Lénine, Maurras est convaincu que la foule suit les minorités énergiques et que ces minorités font l'histoire. Dans la théorie marxiste, les minorités énergiques sont ce que l'on appelle l'avant-garde, qui est la fraction la plus consciente et la plus politisée du prolétariat. Nous-mêmes, maurassiens, cherchons à nous ériger comme une avant-garde, à la différence que nous, on ne s'appuie pas sur la lutte des classes, mais sur l'opposition pays réel et pays légal. Maurras définit le pays réel comme le pays sain, celui qui travaille, qui ne fait pas de politique. Entend-il par là que le pays réel n'est composé que d'abstentionnistes dépolitisés ? Évidemment que non. Lorsque Maurras parle du pays qui ne fait pas de politique, il sous-entend les Français qui s'abstiennent de faire de la politique politicienne. Dans son enquête sur la monarchie, il précise « Tout le reste du pays est passif et politiqué, naît, vit, meurt comme s'il était le sujet de ce souverain éparse en 20 000 ou 30 000 membres, autrement dit, le pays légal. Ce dernier, le pays légal, incarne les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions centralisées et les partis, tandis que le pays réel correspond à la société civile. Je précise que juste avant, j'ai cité le nombre de 20 000 ou 30 000 membres du pays légal. Ça, c'est Maurras qui l'invoque. Et en fait, ce chiffre-là, il ne sort pas de nulle part. En fait, il dépeint l'époque du suffrage censitaire entre la période révolutionnaire et la monarchie de Juillet, où il fallait payer un cens pour être électeur ou éligible. Dites-vous qu'en 1847, il y avait 246 000 électeurs sur une population de 35 millions de Français, ce qui représentait en fait moins de 1% de la population qui exerçait le droit de vote. Donc c'était une réalité, c'était ce qu'on appelait à l'époque déjà le pays légal. Maurras ne va d'ailleurs pas chercher ensuite à conceptualiser outre mesure cette dichotomie entre pays légal et pays réel. Il cherche pas à la conceptualiser, cette dualité. Tout au plus, il explique que le pays légal est partiellement aux mains des 4 États confédérés. L'invocation du pays réel est davantage une commodité sémantique pour dénoncer une caste mettant les intérêts du régime et les intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt national. En termes de fil conducteur, à partir de cette dichotomie du pays légal et pays réel, on va, tourne l'exposé, dresser un état des lieux du pays réel contemporain à partir d'outils statistiques, et on va faire la même chose aussi du côté du pays légal. Nous verrons comment, à partir de l'empirisme organisateur, formuler une politique avec le pays réel pour le pays réel. Tout au long de cette conférence, nous allons passer aussi en revue un ensemble de notions telles que opinion, peuple, foule, bon sens et vérité. Nous aurons l'occasion de les définir en détail juste après. En première définition, on va d'abord s'attarder sur la notion de peuple. Qu'est-ce que le peuple ? Le mot peuple, il est polysémique.
Pierre-Joseph Proudhon et Michel Onfray partagent de façon similaire deux acceptations principales, l'une d'ordre politique, l'autre d'ordre économique. Chez les deux penseurs, le peuple désigne à la fois l'ensemble des citoyens exerçant leurs droits politiques, ainsi que l'ensemble des classes exploitées, prolétariat, salariat, classe ouvrière. Proudhon, il estime ce peuple, cette masse exploitée, il estime à 90% de la population, un chiffre à peu près toujours d'actualité, bien que les classes moyennes ont progressé en pourcentage et que leur niveau de vie a beaucoup augmenté. Vient ensuite une deuxième formule dans leur discours, c'est celle de plèbe. Alors cette formule, elle est employée simultanément de façon péjorative et méliorative, tout comme la notion de peuple. Et donc à partir de ça, le peuple ou la plèbe, on se rend compte en fait on peut l'assimiler au pays réel, selon la façon dont on l'emploie. Après, pays réel, on peut, faut pas la notion de nation aussi est extrêmement importante, mais lorsqu'on considère que le peuple se limite uniquement à la classe exploitée, on peut l'associer effectivement au pays réel d'une certaine manière. Mais avant de nous étendre un peu plus sur ce pays réel, nous allons faire un zoom sur la dualité du pays légal contre le pays réel et constater l'intemporalité de ce clivage mis en valeur par Maurras. La dichotomie entre le pays légal et le pays réel est une des grandes forces sémantiques sur laquelle l'action française continue de s'appuyer. De son côté, la lutte des classes, elle s'est complexifiée. En effet, l'atomisation du prolétariat et la transformation des clivages socio-économiques nous destinent à privilégier cette dualité maurassienne, pays légal, pays réel. En 1970, le militant Patrice Sicard soutenait déjà cette idée. Je cite. Selon nous, il n'existe pas de secteur révolutionnaire privilégié. Il est certain qu'on ne conduira à l'assaut de la société et de son expression politique que les gens qui auront quelque chose à gagner d'une transformation radicale et brutale, tandis que ceux qui ont intérêt à préserver l'ordre établi ne bougeront pas. D'une manière plus générale, nous estimons qu'il n'y a pas de secteur historiquement privilégié défini d'avance comme secteur révolutionnaire. L'opération de révolution politique devra se faire par l'unification momentanée autour d'une base politique minimum et derrière une avant-garde politiquement consciente de tous les secteurs sociaux qui contesteront la société techno-bureaucratique. Les maurassiens pensent que dans une perspective révolutionnaire, ce n'est pas le conflit dialectique entre classes qui doit être exploité, mais le conflit d'ensemble entre la société globale ou pays réel et la classe politique ou pays légal. Fin de citation. Donc une citation assez éloquente de Patrice Sicard, ancien militant d'AF. Par ailleurs, cette opposition entre le pays légal et le pays réel n'est pas une lutte à mort, comme chez les marxistes, entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Tout l'objet de notre lutte est la pacification des relations entre le pays légal et le pays réel par la restauration d'une autorité légitime capable d'arbitrer les conflits et de soumettre des compromis. La monarchie peut autant renaître par le haut que par le bas. Elle peut autant renaître par le pays légal, le peuple décideur, que le pays réel, le peuple qui travaille, le peuple routinier, le peuple classique. L'analyse marxiste en classe sociale correspond moins bien à la société contemporaine, comme je le disais précédemment, en raison de la moyennisation des conditions de vie qui a brouillé les frontières de classe et fait reculer la conscience de classe. La multiplication de nouvelles inégalités en fonction du statut de l'emploi, de l'âge, voire maintenant de la génération, rendent moins pertinent l'analyse de ces conflits au travers de la lutte des classes. Néanmoins, la vision de Marx reste partiellement valide, car la bourgeoisie demeure une classe au sens traditionnel de Marx. Pourquoi ça reste une classe au sens traditionnel? Parce qu'il y a toujours une conscience de classe, un entre-soi social et un lobbying politique de la bourgeoisie. L'aggravation des inégalités construit de nouveaux clivages et semble amener progressivement vers la construction d'une conscience de classe partagée par tous les perdants du système économique et social. En 2014, le géographe Christophe Guilluy enrichit ce constat par l'opposition entre une France périphérique et une France métropolitaine dans son livre « La France périphérique ».
Il y développe l'idée selon laquelle la classe moyenne serait devenue comme le nouveau prolétariat qui n'a pas de conscience de classe, quelles que soient leurs origines, suite au long processus de moyennisation. L'auteur évoque aussi le mouvement réel de la société qui ne disparaît pas, dont le mouvement des Gilets jaunes a depuis confirmé la thèse. Alors ce qui est assez intéressant chez Guilhuy quand même, c'est que cette classe moyenne, elle n'a pas de conscience de classe, mais elle tend de plus en plus à en développer une en tout cas. Prenons le temps aussi d'une aparté pour voir la sensibilité de la foule, ce que j'ai appelé la sensibilité de la foule et définir la foule. Jacques Bainville, dans ses aphorismes politiques, propose une analyse de la foule. Il dit « Les foules sont très peu sensibles à la considération des malheurs futurs. Les foules n'ont pas plus d'imagination que de raisonnement. C'est trop exiger d'elles que de vouloir qu'elles poussent l'application du principe de causalité au-delà de l'eau qui mouille et du feu qui brûle. D'ailleurs, elles ne sont même pas curieuses des causes. » À travers cet aphorisme, Bainville rappelle un principe, celui que la foule, elle est oublieuse. Elle a tendance à oublier. La foule n'a pas la capacité de se fixer sur un sujet. Bainville ajoute « La foule n'a pas d'idée personnelle et ne fait qu'accepter les modes. » Robespierre, en son temps, faisait le même constat que Bainville, celui que les Français ont le nez sur le guidon et que ce sont les considérations d'ordre matériel qui ont tendance à primer. Robespierre déclarait « La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Fin de citation. En somme, la foule a une opinion fluctuante, tendancielle et perméable à l'actualité médiatique. Et c'est à partir de cette idée que j'aimerais vous amener vers un exemple assez intéressant, c'est l'exemple de l'opinion des Français sur le terrorisme. Comment il évolue statistiquement, vu qu'on a été traversé pendant quelques années à une vague assez rapprochée d'attentats. Donc je vais vous expliquer un peu ça. À l'instar des catastrophes naturelles, des crashs aériens, qui sont traditionnellement des thèmes marquants et font abondamment parler d'eux en famille ou au travail, les attentats terroristes ont cristallisé les discussions et l'opinion des Français. L'historien Nicolas Lebourg et le politologue Jérôme Fourquet ont produit une étude comparative. La nouvelle guerre d'Algérie n'aura pas lieu, mettant en parallèle le contexte de la guerre d'Algérie avec celui des attentats du 13 novembre 2015, des attentats de Nice du 14 juillet 2016 et puis de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Durant cette période, les attentats se sont succédés à un rythme soutenu avec l'assassinat de 238 personnes. Les conclusions du travail détaillent les réactions dépendantes de la spatialisation du conflit, de notre rapport aux nouvelles technologies et de notre connexion au reste du monde. Si l'espace médiatique est saturé, l'opinion forcément s'empare du sujet. La sensibilité de la population à la sécurité et la lutte contre le terrorisme est éruptive et assez éphémère. Vous trouverez dans le canal dédié aux illustrations une image des statistiques, des sondages sur l'évolution des priorités des Français à partir du 13 novembre. Et on voit que la lutte contre la sécurité, la lutte contre le terrorisme est en première place dans cette période-là, juste après les attentats. D'après un sondage Eurobaromètre réalisé en novembre 2015, les Français considèrent que l'immigration est le principal problème auquel doit faire face l'Union européenne, même si le chômage en France reste la première préoccupation. Ces résultats sont confirmés dans une seconde étude. D'après une enquête Harris Interactive pour RTL, conduite en fin 2015, 77% des personnes interrogées estimaient que le chômage était la première préoccupation des Français. Donc en gros, c'est qu'en fait, rendez-vous compte qu'en l'espace d'un mois, le 6-7 novembre 2015, en novembre 2015, il y avait un attentat et un mois après, le chômage redevient la première préoccupation des Français.
Donc ça nous ramène toujours à l'idée que la foule est oublieuse et que d'autres problématiques reviennent assez vite à la charge. Prenez le cas de l'affaire Lola aussi, fin de l'année dernière. Ça a occupé l'espace médiatique de 3 semaines et après les Français sont revenus à d'autres problématiques, à d'autres sujets. Donc je répète, en fin 2015, une enquête menée par Harris Interactive révélait que 77% des personnes interrogées estimaient que le chômage était la première préoccupation des Français. Viennent ensuite l'insécurité à 62%, le système social à 60%, le pouvoir d'achat et la croissance économique. Avec les attentats, il y a eu aussi un autre phénomène observé, c'est la croissance du désir autoritaire qui monte. Dites-vous bien qu'entre les attentats de janvier et de novembre 2015, 88% des sondés estiment qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour établir l'ordre. C'était la proposition qui était formulée. Et 40% des sondés accepteraient un pouvoir politique autoritaire, quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s'exerçant sur le gouvernement. Autre sondage, aussi interrogé à chaud au lendemain des attentats du 13 novembre, 74% des interviewés se déclaraient plutôt favorables à ce que toutes les personnes qui font l'objet d'une fiche S soient arrêtées et emprisonnées, car l'État ne doit prendre aucun risque dans la période actuelle. Nicolas Lebourg et Jérôme Fourquet, qui ont piloté une thèse que j'ai citée précédemment, nuancent ces réactions parce qu'en fait, demander des moyens radicaux à l'État à la suite d'attaques terroristes, c'est pour eux peut-être encore affirmer que le peuple conserve c'est demander à l'État selon la fameuse définition de Max Weber, de conserver le monopole de la violence physique légitime. Demander à l'État d'être plus répressif, d'être plus autoritaire, c'est pas une dérive dictatoriale, quoi que ce soit, ou du peuple. Non, c'est qu'en fait, le peuple veut juste que l'État remplisse sa mission. Voilà. En somme, l'opinion publique est bel et bien fluctuante et oublieuse. Maurras écrit à son propos, je cite, « L'opinion est une masse souvent lourde. Elle a besoin d'émotions et d'excitants grossiers pour s'intéresser à prévoir. Elle vit du présent où l'avenir immédiat la préoccupe seule. » Poursuivons sur un état des lieux du pays légal. De qui est composé le pays légal ? On l'a précédemment dit, le pays légal est composé des pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions centralisées et les partis. En 2016, le média Contrepoint d'obédience libérale recensait 600 000 élus en France, ce qui vous donne une première idée de l'augmentation numérique du pays légal par rapport au XVIIIe siècle lorsque Maurras parlait des 20 000 ou 30 000 membres. Toutefois, Maurras parle du pays légal comme le lieu où, je cite, où se trouvent où les profiteurs sont les maîtres, ce qui induit que la classe bourgeoise fait partie du pays légal. Pour étayer cette idée, Maurras parle des fortifications chancelantes du pays légal, chasse gardée des politiciens intéressés au désordre et la pillerie. Les profiteurs, les pilleurs, désignent expressément les capitalistes et les politiciens corrompus. Pour rappel, la bourgeoisie, c'est dans la théorie marxiste la classe des capitalistes modernes, propriétaires des moyens de production sociale et qui emploient le travail salarié. Cette suprématie s'appuie entre autres sur la concentration des capitaux. Dès lors, nous pouvons nous poser une question, quand est-ce qu'on est riche ? Lors d'un entretien Thinkerview, Michel Onfray répondait par une analogie percutante. Un pauvre, c'est quelqu'un, quand il va au restaurant, il regarde les prix avant de regarder les plats, et un riche, c'est quelqu'un qui regarde les plats avant de regarder les prix. En 2022, l'Observatoire des inégalités a mené l'enquête. D'après les revenus, 7,1% de la population serait riche, soit 4,5 millions de Français, si l'on prend pour base le niveau de vie médian fixé à 1 836 € par mois, et qu'on le multiplie par 2. Un Français est considéré comme riche à partir de environ 3 600 € net d'impôts par mois. Et pour un couple sans enfants, c'est 5 500 €. Pour une famille avec 2 enfants, ça monte à 7 700 € par mois. Vous pouvez d'ailleurs faire ce test sur le site des observatoires des inégalités. Dans le canal Illustration, vous avez 2 liens pour calculer votre fortune par rapport à vos revenus. Mais il y a aussi la question du patrimoine.
Si on calcule la richesse d'après le patrimoine, 16% des ménages seraient riches. Un Français serait riche si la valeur de son patrimoine dépasse 490 000 euros d'après cette enquête. Les écarts de richesse abyssaux se creusent toujours plus entre salariés et patrons, et d'autant plus avec l'ubérisation. L'économiste Jean Gardret constatait, je cite, « Aujourd'hui, si l'on additionne salaire, bonus, plus-value encaissée, stock options vendus, dividendes et autres avantages, les revenus annuels des patrons français les mieux payés ne valent plus des dizaines, mais bien des centaines de fois le SMIC annuel. Le capitalisme actionnarial est passé par là. » Au sujet de la concentration des richesses, il est important de rappeler que les 500 Français les plus riches ont vu leur fortune passer de 570 à 1000 milliards d'euros en 5 ans. Ça, j'aime bien le matraquer, ce chiffre. Et aussi qu'entre 2010 et 2022, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises est passé de 10% à plus de 40% du PIB. Cette concentration des richesses s'illustre notamment dans la propriété immobilière. 24% des ménages détiennent 68% des logements possédés par des particuliers et 3,5% des ménages détiennent la moitié des logements en location. La concentration de la propriété et la hausse du prix de l'immobilier participent de leur côté au phénomène de gentrification en repoussant toujours plus loin les populations précaires ou moins aisées condamnées à se transformer en faux ruraux. Déjà au 5e siècle, avant Jésus-Christ, Platon estimait que dans les lois que le législateur devait établir quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté, en soumettant un rapport de 1 à 4 entre les plus pauvres et les plus riches. Dans une enquête menée en 2004 par l'équipe du sociologue François Dubé, les salariés sondés jugeaient que les salaires mensuels des cadres et chefs d'entreprise étaient indécents dès lors qu'ils dépassaient 6,6 fois, 6 fois le SMIC et 11 fois le SMIC selon les chefs d'entreprise. Donc c'est plus que le rapport que Platon proposait. Platon, il voulait un rapport de 1 à 4, tandis qu'en fait, entre les salariés et les chefs d'entreprise, c'est un rapport de 6 à 11 fois le SMIC. Mais du coup, il faut se poser la question, est-ce que la richesse, c'est un facteur excluant du pays réel? Est-ce que le fait d'être riche, ça nous fait être du pays légal? Alors potentiellement, oui, car la richesse d'un homme, elle peut suffire à l'élever au-dessus des lois, mais pas systématiquement. On a donc vu sommairement que le pays légal, c'était celui qui décidait, c'était celui aussi qui avait le pouvoir politique et ça pouvait se rapprocher d'une dérive plutocratique, le pouvoir des riches. C'est quelque chose qui est observé, c'est quelque chose qui est dénoncé. J'en veux pour preuve aujourd'hui les débats à l'Assemblée nationale entre la révélation de qui est actionnaire de Total chez les députés. Et donc il y a toujours en fait cette confusion du pouvoir aussi un peu entre la richesse et le pouvoir politique. Voilà. Pour ce qui est du pays réel, en fait le pays réel, je vais vous le présenter aussi de façon assez sommaire. Le pays réel, on a tendance à le voir, à le percevoir. Quand on invoque le peuple, quand on invoque le pays réel, on peut avoir ce préjugé de le voir comme un bloc homogène. Alors qu'en fait, il est divers sur plusieurs plans. Il est divers ethniquement, il est divers générationnellement, il est divers politiquement, il est divers générationnellement, je crois que je l'ai dit. En fait, il y a tout un tas de clivages au sein même du pays réel. De même que dans le pays illégal, il y a des écarts de fortune, il y a des écarts aussi politiques, et il y a aussi des clivages dans le pays réel. On va d'abord voir, on a parlé avant de la question du terrorisme, qui est aussi liée à la question de l'immigration, et on fera encore une petite aparté sur la question de l'immigration. Et là, on va voir on va voir tout de suite la diversité ethnique du pays réel. Alors, je vais me baser sur deux démographes. Je vais me baser d'abord sur Hervé Lebras, qui est un démographe chercheur à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, marqué à gauche dans ses prises de position et fermement opposé aux statistiques ethniques, à l'inverse de Michèle Tribala, sur laquelle on va s'appuyer aussi, qui est aussi chercheuse à l'INED. Donc dans un souci d'équité, je vais vous citer les données des deux personnalités. Dans le canal illustration, vous trouvez justement un tableau récapitulatif
En fait, Hervé Lebras a fait un article sur Kern, ou Kern ou Percé, qui était assez intéressant. Alors les chiffres qui sortent, c'est pas lui qui les a produits, hein, ce sont les statistiques INSEE ou d'autres enquêtes des exploitations, des sondages. Et il revenait sur la question de l'immigration, la question des musulmans. Combien sont-ils aujourd'hui? Il pose la question tout en étant défavorable évidemment aux statistiques ethniques. Et alors c'était intéressant parce que vous pouvez le constater, mais on voit les différentes définitions d'immigrés, descendants d'immigrés, qui s'entremêlent. Et en fait, le nombre ressenti de musulmans par sondage, c'est que les Français, sur leur demande, ils pensent qu'il y a 20 millions de musulmans. Et selon après d'autres sondages, d'autres analyses, on serait plutôt autour de l'ordre d'1 million. Après, attention, c'est une enquête qui date un petit peu, donc les chiffres ont sensiblement évolué, mais c'était fort intéressant, au moins de comparer les diverses appréciations. L'article, ça s'appelle 50 nuances de vérité, il a été produit en 2016. 50 nuances de vérité, le nombre de musulmans en France. Et de son côté, Michel Tribala, elle indiquait en 2011 que 30% de la population française de moins de 60 ans était d'origine immigrée. Dans ces 30%, vous avez 14,7% de personnes avec des origines européennes, 11% des origines en Afrique et 3% des origines en Asie. En 2021, la proportion d'immigrés, elle est estimée à 10%, soit à peu près 7 millions. Et en comptant les Français nés à l'étranger, la proportion elle passerait à 12,8%. Il y a une autre enquête qui est assez intéressante pour étudier la diversité ethnique en France. Vous l'avez tous vu parce qu'elle avait fait pas mal de buzz à l'époque, cette enquête. C'est une étude conduite par France Stratégie sur la ségrégation résidentielle en France de 1968 à 2017. Vous avez eu des cartographies avec des évolutions en couleur. Et en fait, cette enquête, elle se penchait sur l'évolution démographique et résidentielle sur 55 villes de France métropolitaine de plus de 100 000 habitants. Et France Stratégie mettait en relief plusieurs changements entre les années 90 et 2015. Et notamment que la proportion d'immigrés d'origine extra-européenne, elle était passée de 5 à 9% dans ces 55 villes, entre 90 et 2015. Chez les moins de 18 ans, la part de ceux qui vivent avec au moins un parent d'origine extra-européenne, elle est passée de 10% à 16%. Mais il faut préciser que plus de la moitié de l'augmentation des moins de 18 ans d'origine extra-européenne, elle concerne des enfants ayant un seul parent immigré. Et donc il y a un phénomène de métissage de la population, ce qui signifie que de plus en plus de Français ont un lien avec l'immigration sans forcément être immigrés eux-mêmes, comme l'explique le sociodémographe Patrick Simon. Je vous mettrai toutes les enquêtes si vous voulez, et puis je vous passerai après le script de la conférence. Tout est sourcé, c'est vraiment passionnant. Incontestablement, on peut dire que la transition d'immigration de main-d'œuvre vers une immigration familiale amorcée dans les années 70 et encouragée par le regroupement familial, la dégradation multifactorielle des conditions de socialisation des immigrés et la baisse de natalité opèrent des changements sociodémographiques importants, des changements qui étaient d'ailleurs anticipés depuis plusieurs décennies. Le pays réel a ainsi été rejoint par plusieurs générations de descendants d'immigrés aux socialisations hétérodoxes depuis surtout le dernier quart du XXe siècle. Je ne m'étendrai pas sur le cas des Français pour des raisons techniques, c'est-à-dire les descendants d'immigrés qui ne renoncent pas à leurs mœurs, aux coutumes, et dont certains sont devenus des personnes inadaptées à la fois à la vie en Europe et en Afrique du Nord. Je sais que vous aurez l'intelligence de faire la part des choses et que vous aurez le recul nécessaire pour discerner les différentes problématiques posées selon les populations en fonction des origines, des niveaux de vie, des socialisations, etc. Il est aujourd'hui évident pour bon nombre de Français que la prolongation de la politique d'accueil se fait à la fois au détriment de ceux que la France souhaitait recevoir par le passé et au détriment des Français tout court. En 2013, soit un an après les tueries de Toulouse et Montauban perpétrées par le terroriste franco-algérien Mohamed Merah, 70% des Français jugent qu'il y a trop d'étrangers en France. En 2021, l'Institut CSA confirme cette réticence. 62% des Français sont favorables à un référendum pour limiter l'immigration.
Un autre clivage très important dans le pays réel, c'est les clivages politiques. Et en cela, les résultats du premier second tour de la précédente élection présidentielle sont assez intéressants pour voir les tendances politiques en France, voir que le pays réel, il est très partagé politiquement. Et après, si on fait des analyses, si on se base sur d'autres enquêtes, on peut faire après des analyses par rapport à l'âge, par rapport au niveau de vie, par rapport aux origines socio-professionnelles des parents. Et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vous invite à consulter d'autres enquêtes, notamment France, celle conduite par, je vais y arriver, les enquêtes fracture française, que je détaillerai un petit peu plus après. Vous avez aussi par rapport aux résultats du second tour, rendez-vous compte que 18 millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron, dont évidemment des membres du pays réel et des membres du pays légal, et aussi pour Marine Le Pen, puisqu'il y a aussi des élus, il y a aussi des décideurs évidemment dans l'électorat de Marine Le Pen. Et alors, pour Emmanuel Macron, 18 millions de Français, pour Marine Le Pen, 13 millions de Français. Un autre chiffre aussi intéressant sur la politisation, c'est le nombre de syndiqués en France. En 2019, 10% des salariés déclarent adhérer à un syndicat, 11% des hommes et 9,5% des femmes en France seraient syndiqués. Vous avez aussi la diversité générationnelle, mais ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez une très bonne conférence qui a été faite par Aurel Niayak il y a quelques jours, intitulée Les générations galerie de portraits, et assez intéressant justement pour saisir la psychologie des générations, le vote boomer et le rapport au présent. Donc ça, je vous invite, je vous renvoie vers elle, ça peut compléter mon propos. On pourrait s'étendre sur tout un tas d'autres clivages. Mais là, on arrive presque, on est à 45 minutes de conférence quasiment, donc je vais un petit peu passer ça et venir plutôt sur la méthode analytique. Notamment parce que l'intitulé de la conférence est bien penser avec et pour le pays réel. Là, on a dressé un portrait sommaire du pays légal et du pays réel, et maintenant comment composer avec, comment éviter les impasses, c'est ça maintenant que nous allons voir. L'appréciation du réel. Connaître le pays réel passe également par l'expérience du quotidien, que ça soit dans votre famille, que ça soit dans votre travail, que ça soit dans vos lobbies, vos activités, le sport, votre quotidien fait de vous des êtres, comme tout le monde, des êtres enracinés, voilà. Et Gustave Thibon, il résume très bien l'importance de l'expérience du quotidien, l'expérience du réel, dans son livre Retour au réel. Il écrit « L'homme qui vit en contact avec le réel, qui travaille sur du réel, a nécessairement le sens du réel. Il sait d'instinct ce qui est possible, ce qui est fécond. Ce qu'on appelle le bon sens n'est pas autre chose que cet équilibre que crée dans la pensée et les actes la communion au réel. L'homme de bon sens est toujours un homme relié. L'isolé, le déraciné, au contraire, si intelligent qu'il puisse être, n'a pas de bon sens, et l'absurdité éclate dans ses propos et dans ses gestes. » Cependant, nos socialisations, elles ne permettent pas de forcément saisir toute la diversité ou de saisir au niveau macro les mentalités françaises. On ne fait pas de politique sans savoir que les choses ont des aspects différents selon les lieux d'où elles sont vues, écrit Bainville. La réforme des retraites ou la pénibilité du travail sont appréciées différemment selon que vous êtes fonctionnaire dans un bureau de proximité ou paysan, par exemple. Si vous regardez différentes interviews d'agriculteurs lors du Salon d'agriculture 2023, la réforme des retraites, elle est parfois reçue avec assez d'indifférence, puisque la fin de leur activité aux agriculteurs, des fois, elle dépasse l'âge de départ légal à la retraite. Et donc, vous voyez que même dans le pays réel, il y a différentes appréciations. Et tout l'enjeu d'apprécier le réel, c'est d'en discerner les tendances, les divergences, et d'essayer de composer avec ces clivages une politique, une stratégie.
Pour éviter les impasses aussi, il faut éviter certaines erreurs de raisonnement et dépasser nos propres illusions. Il ne s'agit pas d'extrapoler, de suranalyser ou de mésinterpréter. En fondant une stratégie sur sa seule expérience du réel, notre analyse, elle peut gagner en profondeur, mais très vite, elle peut aussi perdre en vision périphérique. C'est ce que je disais en parlant en fait d'avoir une analyse macro, une analyse vraiment générale et pas seulement sur sa propre expérience, que ce soit un bar PMU, que le travail, la famille, c'est ce que je vous dis. Voilà. Bainville, dans ses réflexions sur la politique, il y a des aphorismes assez intéressants à ce sujet. Il écrit « Tout peut s'interpréter en signe rassurant, tout en signe alarmant. Il n'y a de vrai que l'analyse des choses. » De plus, il écrit « En politique, il ne s'agit pas de se tromper, de ne pas regarder les choses à travers des lunettes colorées, selon les doctrines, les préférences et les illusions personnelles. » Dans sa sous-partie méthode et observation des faits, il livre aussi d'importantes leçons. Il écrit toujours « Observons les faits et gardons-nous des formules sommaires qui sont en politique, comme partout, le meilleur moyen de se tromper. Le difficile n'est pas d'interpréter un événement selon ce qu'on veut qu'il soit, c'est d'en discerner le sens exact et la direction. » Donc en gros, Bainville, il nous dit attention aux biais de raisonnement, aux erreurs de raisonnement. Le philosophe Christian Chabani révèle cette différence à faire entre la vérité et le bon sens de manière très pertinente. Sans doute, dit-il, la vérité contenue dans le bon sens ne résume pas la vérité entière, mais elle résume ce sens des choses dont Saint-Exupéry déplorait avec tant d'amertume la disparition. Si le bon sens ne résume pas la vérité entière, il donne en tout cas la direction du vrai. Et donc, notre objectif, c'est de saisir ce sens des choses du pays réel, c'est-à-dire les opinions générales. Comment savoir ce que pense le pays réel? Là, on a fait une analyse de la diversité ethnique, diversité politique, diversité générationnelle. Et là, en fait, comment saisir les opinions générales? Comment savoir ce que pense le pays réel? Comment combler nos lacunes pour le comprendre? Alors, il y a plusieurs méthodes. D'abord, les enquêtes d'opinion, les statistiques de consommation aussi, les achats de livres, les entrées cinéma. Vous avez aussi les statistiques de mobilisation, c'est-à-dire le recensement des manifestants, par exemple, à la fois par les organes syndicales ou politiques et la préfecture. Et enfin, vous avez les résultats électoraux dont on a parlé précédemment. En matière d'enquête d'opinion, vous avez une étude qui fait référence en la matière, c'est l'enquête annuelle d'Ipsos et Soprasteria, c'est l'enquête Fracture française, conduite pour le journal Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Centre de recherche politique de Sciences Po depuis 2012. Donc depuis 10 ans, vous avez chaque année une enquête Fracture française qui est vraiment très inspirante et très intéressante pour avoir une idée des opinions générales du peuple français. C'est un travail statistique très important puisqu'il permet de mettre en relief la réaction des Français en fonction des actualités politiques et d'émettre des anticipations. Vous trouverez dans le canal Illustration un graphique sur les préoccupations des Français. Alors ça, c'est pas extrait de... si je crois que c'est... Alors ça, c'est extrait d'un sondage CSA, d'une enquête CSA, mais vous avez une évolution statistique des différentes préoccupations des Français depuis juin 2019 jusqu'à avril 2022. Ça peut vous éclairer. À partir de ces enquêtes, donc des fractures françaises, on remarque que après la crise financière mondiale de 2007-2008, le pouvoir d'achat est devenu l'une des premières préoccupations des Français en se hissant périodiquement à la première place. Les instituts de sondage attestent fréquemment que les préoccupations des Français sont, je cite, avant tout économiques, même si la santé, l'immigration et la sécurité demeurent d'importants sujets d'inquiétude. Le contexte de forte inflation accentue cette préoccupation. L'augmentation du coût de la vie et du prix des carburants poursuivent l'étranglement économique des classes populaires et des classes moyennes inférieures qui éprouvent de plus en plus de difficultés dans leur quotidien. D'autres enquêtes statistiques sont conduites au fil de l'année et relayées dans la presse. Retenez en tout cas que depuis juillet 2021, le pouvoir d'achat est revenu au cœur des préoccupations des Français. Et cette préoccupation capitale du pouvoir d'achat, moi je la rappelle, moi je l'intitule comme la nécessité absolue de remplir son frigo.
Je parlais au début que c'était les conditions matérielles qui revenaient à la charge. Robespierre parlait et Bainville parlait de l'importance de l'instantanéité. Et au quotidien, en fait, ce qui compte finalement pour la majorité des Français, c'est remplir son frigo. Dans notre pays, 9,2 millions de Français, soit 14,6% des Français, vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 1 100 € par mois. Un taux de pauvreté jusqu'ici stable qui n'a pas excédé les 16% depuis les années 80. Cependant, ces résultats sont à nuancer car d'après le directeur de l'INSEE, si la crise sanitaire n'a pas fait sombrer une partie importante de la population dans la pauvreté, cela ne veut pas dire que certaines situations de pauvreté ne se sont pas aggravées. De plus, l'étude de l'INSEE ne parvient pas à rendre compte dans ses statistiques d'un, je cite, « nouveau public » découvert par les associations caritatives. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, décrit ce nouveau public. Ce sont les auto-entrepreneurs, les artisans et les petits chefs d'entreprise. C'est un nouveau public pour nous. J'insiste aussi sur les acteurs de l'économie informelle qui ne bénéficient pas du chômage partiel. Sur une temporalité un peu plus longue, les jeunes sont très fortement en difficulté, mais depuis la crise, on a un élargissement de la précarité à des jeunes habituellement plus protégés avec la disparition des petits boulots. Et là, j'aimerais vous partager une citation que je trouve formidable. C'est une citation de Jacques Bainville qu'il écrit au moment de la Grande Dépression suite à la crise de 29. Il dit « Les individus, les peuples s'élèvent à mesure qu'ils sont plus affranchis du souci du pain quotidien. La préoccupation, l'obsession de la nourriture, c'est pour le XXe siècle une humiliante régression. La production organisée, les échanges facilités à travers la planète formaient les bases de la civilisation contemporaine. Aujourd'hui, le souci alimentaire redevient le premier de tous, comme pour les peuples primitifs, comme pour les animaux eux-mêmes. Les miettes de ces substances qu'on dédaignait, que l'on tenait pour communes et pour villes, au milieu de l'abondance, le moindre grain de mil, enfin tout ce qui se mange retrouve son immense valeur. Nous sommes à un moment où la réalité du manger redevient impérieuse. » Et je la trouve vraiment assez intéressante. Bon, il faut la contextualiser évidemment à la Grande Dépression, mais en fait dans le contexte d'inflation dans lequel on vit aujourd'hui, dans le contexte d'accroissement des écarts de richesse et, disons-le, d'injustice, cette citation elle est particulièrement éloquente. Les crises frumentaires nous relèguent aux soucis des peuples primitifs dont nous fûmes. Moi j'aime beaucoup cette idée que Bainville parle de la réalité du manger qui redevient impérieuse. Et à partir de tout ça, à partir de ces connaissances, d'un certain raisonnement, d'une orthodoxie de pensée, on a tendance à dire notre force est d'avoir raison. Et donc, à quoi ça sert ? Si notre force est d'avoir raison, Bainville dit aussi que la politique ne consiste pas seulement à avoir raison, mais à saisir l'avantage que le fait d'avoir raison vaut à une politique. Bainville met en garde contre les travers de la raison raisonnante. La plus commune des illusions est de croire que la sagesse s'impose toute seule et que la raison triomphe par sa propre vertu. Nos raisonnements, ils doivent donc se traduire programmatiquement de façon systématique. Gustave Thibon, dans son livre Retour au réel, propose une méthodologie relativement simple et efficace. Là, je cite sa méthodologie, donc c'est une citation assez longue, et vous allez comprendre, en tout cas, la méthodologie, elle est très efficace. Je cite « La misère matérielle et morale des hommes nous touche autant que quiconque. Il arrive même que notre programme de réforme coïncide en certains points avec celui des révolutionnaires. Mais la différence essentielle entre eux et nous réside en ceci, nous exigeons, avant de nous faire les prometteurs d'une réforme juste et généreuse, que les 3 conditions suivantes, dont les esprits révolutionnaires ne s'inquiètent pas, soient préalablement remplies. » Et là, il détaille les 3 conditions. Première condition, il faut que cette réforme soit possible. Deuxième condition, il faut que cette réforme elle soit opportune, c'est-à-dire adaptée à l'esprit des temps et des lieux. Il faut surtout, quand il s'agit de réformes de type émancipateur, qu'elles soient moralement préparées. Et troisième condition, il faut enfin que cette réforme soit réclamée purement. Il est une manière envieuse et vindicative de demander la justice, ce qui équivaut à l'injustice, et qui, si elle aboutit, aggrave nécessairement celle-ci. Fin de citation. Ces 3 conditions,
ce qui est faisable, ce qui est souhaité et ce qui est souhaitable, elles doivent guider nos actions car elles font un distinguo clair entre, je répète, ce qui est faisable, ce qui est souhaité et ce qui est souhaitable. D'abord, ce qui est faisable. Les réflexions sur la politique de Bainville sont en cela très utiles pour nous remémorer quel est l'intérêt de la politique, à quoi sert la politique et ce que vaut une politique. Bainville écrit « La politique consiste essentiellement à prévoir. L'expérience est la seule technicité de la politique. Il ne sert à rien de partir à corps perdu pour une cause si on grille les étapes. Il faut donc mesurer ce qui est dans le registre du possible. Christophe Guilluy disait qu'une société n'est saine que si le haut parle au bas et parle au nom du bas. Il nous incombe de dialoguer avec le peuple, avec le pays réel, afin d'en saisir les aspirations profondes et de pouvoir en dégager des politiques conjoncturelles et structurelles émancipatrices. Ces politiques doivent assurer à terme la justice sociale jusqu'à la confondre avec la justice royale. La deuxième condition, énoncée par Thibon, c'est ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité. Et ça, c'est déterminant. Encore une fois, Bainville, de tout temps, la politique s'est faite avec des sentiments et des idées. Et il a fallu à toutes les époques que les peuples, pour être gouvernés, fussent consentants. Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce que le peuple est prêt à entendre? Voilà les questions dont nous devons aussi nous poser, les problèmes dont nous devons nous soucier. C'est qu'en fait, quand Bainville explique que les peuples, pour être gouvernés, ils doivent être consentants, c'est que si on propose une réforme qui n'a aucun avenir dans le sens le peuple n'est pas prêt à l'entendre, ça n'est pas bon. Il y a des étapes antérieures, des étapes intermédiaires. Donc ça rejoint la première condition. Et enfin, la troisième condition, ce qui est souhaitable. C'est là qu'entre en jeu le compromis nationaliste. Pour rappel, le compromis nationaliste repose sur la franchise entre les partis, l'accord sur l'essentiel et la sauvegarde de la nation française. Si nous rencontrons un obstacle, il s'agit de voir si moralement et politiquement, il n'y a pas quelque chose de perfectible en amont. Les peuples changent d'esprit avec les conditions de leur existence politique, écrit Bainville. Si on bute, c'est peut-être qu'il y a des problématiques en amont à résoudre. Discerner ce qui est souhaitable, c'est également ne pas succomber à la tentation populiste, consistant à s'aligner sur toutes les passions de la foule. Bainville, toujours, le nationalisme des foules est celui des intérêts, celui du ventre, du gaster. Il n'en est que plus aveugle et plus impérieux. Donc je répète, ces trois conditions, c'est ce qui est faisable, ce qui est souhaité et ce qui est souhaitable. Pour conclure, Karl Marx, dans sa 11e thèse dans les thèses de Feuerbach, en 1845, écrit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. La politique ou l'économie ne sont pas modifiées par la connaissance de ces dernières ou par la volonté de transformation, en fait. C'est ce que dit Marx dans sa thèse. La politique ou l'économie ne sont pas modifiées par la connaissance de ces dernières, mais il faut une volonté de transformation et donc une participation dans la politique, dans l'économie. » Bainville adhère lui-même à cette idée. Il écrit « Il y a naïveté et imprudence à attendre que les circonstances travaillent toutes seules et conspirent bénévolement en faveur de notre pays. » C'est donc le rôle de l'avant-garde de faire advenir le sursaut nécessaire. Bainville écrit toujours « Comment s'impose-t-on à un peuple toujours de la même manière ?» écrit-il, par les services rendus. Par les services rendus, et ça j'y tiens. Autrement dit, c'est l'exemplarité de notre engagement. Notre action politique durable et constante devrait s'inspirer de l'enseignement de Gustave Thibon à propos des trois conditions d'une réforme politique que j'ai énoncées précédemment. La participation au débat et l'agitation propagande doivent tendre à renforcer notre préhension sur le réel. Utiliser les circonstances, c'est se rapprocher un peu plus du coup de l'occasion tel que défini par Maurras. Trop souvent, nous nous reposons sur le seul horizon du coup de force, sans en discerner les étapes intermédiaires pour y parvenir, et disons-le, le travail usant, le travail du quotidien que chaque militant fait. Répondre aux aspirations du pays réel, entremêler petites et grandes politiques
Petites et grandes actions, voilà ce que nous voulons. Nous ne sommes pas assez habitués à penser au temps et au concours de circonstances qu'il a fallu pour amener les grands événements de l'histoire, disait Bainville. C'est donc le rôle de l'avant-garde de penser avec et pour le pays réel, de sorte à faire advenir le sursaut national nécessaire. Et je vous remercie.